quand la promesse de prospérité n'est qu'un mirage et que chaque main tendue cache des chaînes invisibles, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour préserver votre liberté? Depuis plus de 50 ans, l'Occident revient sans cesse en Afrique avec un discours rodé. Sécurité, coopération, investissement. Mais chaque offre, aussi éclatante soit-elle, camoufle un prix exorbitant: la dépendance et la perte de souveraineté. Les générations précédentes ont accepté ces solutions miracles, souvent au nom de la stabilité. Mais l'histoire en est témoin. Derrière chaque contrat, il y a un piège. Les chaînes sont d'or, mais elles en serrent tout aussi fort. En septembre 2025, à Genève, le dilemme refait surface. Dans une salle dont l'emplacement est tenu secret, le secrétaire général de l'OTAN reçoit Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Il propose un accord clé en main. Protection militaire, afflux de capitaux, promesses de développement. Tout à portée de main. Mais cette fois, le scénario déraille. Traoré, représentant le souffle d'une jeunesse africaine désabusée, refuse de signer les yeux fermés. Il ne veut plus de promesses creuses ni de solutions imposées. Il veut choisir la voie de l'indépendance, même si cela veut dire marcher seul, au risque de l'isolement, des représailles et de l'incertitude. Accepter, c'est ouvrir la porte à un nouvel asservissement, au prix de la sécurité. Refuser, c'est risquer la ruine, la mise à l'écart international et peut-être la déstabilisation du pays tout entier. Ce n'est plus un simple choix politique. C'est le destin d'une génération qui refuse de voir son histoire écrite par d'autres, quitte à affronter le vide et l'inconnu. Mais que s'est-il vraiment joué derrière ces portes closes suisses? Pour le découvrir, poussons ensemble les portes de cette réunion où l'Afrique a failli retomber dans ses vieux démons, ou s'en libérer à jamais. Les enjeux étaient colossaux, la tension palpable. Voici comment tout a commencé, minute par minute. Avant Genève, chaque promesse venue d'Occident brillait comme une aube nouvelle. Mais à chaque fois, derrière la lumière, guettait l'ombre du prix à payer. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Afrique vit sous l'œil vigilant des puissances occidentales, toujours au nom de la sécurité ou du progrès. À chaque cycle d'intervention, le même bilan amer: instabilité, exploitation, pauvreté. Les bases américaines, les opérations françaises comme Barkhane, les politiques du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. Autant de leviers qui ont modelé le Sahel, rarement pour l'émanciper. Ce schéma n'est pas propre à l'Afrique. Si l'on se retourne sur l'histoire mondiale, on retrouve des motifs similaires ailleurs. Pensons à l'Amérique latine, avec les plans d'ajustement structurel imposés dans les années 90 par les institutions financières internationales. Là encore, sous le prétexte du développement, des pays comme l'Argentine ou le Brésil ont vu leurs économies asservies, leurs dettes exploser et leur population sombrer dans la précarité. La Grèce, plus récemment, s'est retrouvée à genoux devant la troïka européenne, sacrifiant sa souveraineté budgétaire pour quelques tranches de prêts. Ces parallèles historiques illustrent un mécanisme universel. La dépendance, même dorée, finit toujours par coûter cher à ceux qui la subissent. L'histoire a bégayé. Promesses d'aide, dispositifs sécuritaires, partenariats en apparence équitables. Mais sur la Terre rouge, la population voit surtout ses ressources s'évaporer, ses frontières se dessiner selon d'autres intérêts. Au Niger, des montagnes d'uranium filent vers la France, alimentant un quart de ses centrales nucléaires, alors que la lumière reste un luxe dans les villages alentours. La pauvreté, elle, ne quitte jamais le paysage. Prenons le cas du Mali, où les bases militaires françaises, héritées de l'opération Serval puis Barkhane, promettèrent la sécurité. Or, malgré la présence de milliers de soldats étrangers et des milliards d'euros investis, les violences n'ont cessé de croître. Les populations locales ont vu défiler les camions de matériaux et d'armes, mais n'ont ressenti que rarement les effets bénéfiques de cette protection. Les chiffres sont parlants. De 2015 à 2023, plus de 10 000 civils ont perdu la vie dans des attaques terroristes au Sahel, un chiffre qui interpelle sur l'efficacité réelle de ces interventions. La sécurité promise reste un mirage. Malgré des bases de drones ultramodernes construites par les États-Unis à Agadez,
Malgré la présence de troupes et les discours rassurants, le nombre de civils tués par le terrorisme entre 2015 et 2023 dépasse les 10 000. Plus les missions de protection se multiplient, plus la région semble vulnérable, fractionnée, dépendante. Un autre exemple, celui du Ghana, est souvent cité en modèle, mais à y regarder de plus près, il illustre également la fragilité de la dépendance extérieure. En 2023, le Ghana a obtenu un prêt de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international, présenté comme une bouée de sauvetage. Mais les conditions imposées, réduction des subventions, hausse des taxes, privatisation, ont provoqué des tensions sociales. Les commerçants ont manifesté, les prix ont flambé, et le peuple a compris qu'un soutien international peut s'accompagner de sacrifices douloureux et d'une perte de contrôle sur sa propre économie. Mais le Sahel d'aujourd'hui refuse d'être encore un terrain d'expérimentation. En 2024, une rupture s'impose. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger forment l'Alliance des États du Sahel. Leur objectif n'est plus de réclamer davantage d'aide, mais d'affirmer une volonté nouvelle, reprendre la maîtrise de la sécurité, des ressources, du destin du continent. Une déclaration silencieuse mais puissante qui défie le cycle de la dépendance. Pourtant, l'ombre du passé plane. L'ignorer, c'est risquer de répéter les erreurs, de condamner encore une génération à voir ses richesses s'échapper et son avenir se négocier loin d'elle. Une tension sourde s'installe à la veille de Genève. Les anciennes puissances sentent leur contrôle leur échapper, tandis que les dirigeants sahéliens, portés par une jeunesse éveillée, s'apprêtent à franchir un point de non-retour. Des promesses polies, mais des cicatrices toujours vives. Dans la lumière tamisée d'une salle genevoise, l'Alliance Atlantique déploie tout son arsenal. Sécurité absolue, partage intégral des renseignements, drones veillant sans relâche, satellites scrutant la moindre menace, armée d'experts en contre-terrorisme. La proposition se veut rassurante. Frontières inviolables, ressources stratégiques sanctuarisées, stabilité économique garantie par le soutien des institutions financières les plus puissantes du globe. Les mots s'enchaînent, soyeux, presque hypnotiques. On cite les succès passés, surveillance aérienne à Agadez, uranium de l'Alliance des États du Sahel, surveillé comme un trésor, économie redynamisée à la manière du Ghana. Derrière le discours, une promesse, ne plus jamais être seul, ne plus jamais craindre l'abandon. Mais sous la surface, la réalité est plus âpre. Les bases étrangères, là-haut, n'obéissent qu'à leur propre logique. Les drones, censés protéger, observent, enregistrent, trient. Mais dans quel intérêt? Les ressources, or, uranium, manganèse, quittent le sol escorté, alors que les villages attendent toujours l'électricité. Les profits s'échappent, la dépendance s'enracine, chaque signature enfonçant un clou de plus. Prenons un autre exemple concret. La construction de la base de drones américains à Agadez, au Niger, inaugurée en 2019. Cette installation, l'une des plus grandes en Afrique de l'Ouest, a coûté plus de 100 millions de dollars. Officiellement, elle devait servir à surveiller et protéger la région contre les groupes terroristes. Mais dans les faits, les populations locales n'ont vu ni la sécurité promise, ni le développement économique attendu. La base fonctionne en vase clos, les emplois locaux sont rares, et la présence permanente de militaires étrangers alimente un sentiment d'humiliation et de dépossession. De même, les accords miniers signés avec des multinationales occidentales offrent souvent l'illustration parfaite du piège de la dépendance. Au Burkina Faso, la mine d'or d'Essakane, exploitée par une société canadienne, extrait chaque année des tonnes de métal précieux. Pourtant, la majorité des bénéfices repart vers l'étranger, tandis que les villages alentours manquent d'eau potable et d'infrastructures de base. Cette situation alimente une colère sourde, un sentiment d'injustice qui s'enracine génération après génération. Ibrahim Traoré, impassible, laisse planer le silence. Il pense aux enfants des mines, privés de soins, aux soldats burkinabés guettant un ciel qui leur échappe. Il se rappelle les promesses d'hier. Stabilité, prospérité, paix, toujours répétées, jamais tenues. Pour chaque drone, un fragment de souveraineté s'évapore. Pour chaque prêt,
un peu plus de liberté se dissout. La tension monte, palpable. Dans chaque phrase flotte le souvenir des bases étrangères éternelles, des ressources pillées, de l'autonomie dérobée. Traoré prend la parole, voix calme, mais implacable. Nous connaissons la valeur de votre aide, mais aussi son coût. Ce que vous appelez sécurité, nous le payons de notre dignité. Ce que vous nommez partenariat, nous l'avons vécu comme dépendance. Le point de rupture est là, suspendu. Refuser d'être le pion d'une stratégie globale, c'est rappeler que la mémoire collective garde les stigmates des marchés biaisés, des accords arrachés. C'est oser dire non, alors que le monde attend un oui. C'est exiger que l'Afrique devienne actrice de son destin, non spectatrice de son histoire. Accepter, c'est peut-être obtenir un sursis, mais en échange d'une illusion, celle d'une sécurité que l'on ne maîtrise pas. Refuser, c'est s'exposer à la tempête, sanctions, isolement, menaces. Mais c'est aussi préférer l'inconnu à la servitude prolongée. Le silence, désormais, n'a plus rien de protocolaire. Il fissure l'assemblée. Chacun comprend. Ce soir, un cycle peut se rompre. Mais à quel prix? Face à cette tension, chaque camp pèse ses pertes possibles et ses lignes rouges. La décision qui se profile pourrait redéfinir l'équilibre des forces bien au-delà de Genève. Le refus d'un seul homme a déclenché un séisme dont les secousses traversent la planète. Qui, désormais, ramassera les morceaux, et à quel prix? À peine la décision d'Ibrahim Traoré rendue publique, la réaction de Washington fuse. Les États-Unis décrètent sans délai des sanctions économiques, gèlent tous les avoirs, suspendent les coopérations et menacent d'exclure le Burkina Faso des circuits financiers mondiaux. Dans les médias américains, l'heure est grave. Images alarmistes, analyses anxieuses, éditorialistes comparant ce choix à un suicide diplomatique. La riposte ne s'arrête pas là. Sur les plateaux, les conservateurs américains crient au scandale et agitent le spectre d'un nouvel Afghanistan en Afrique. Mais en face, des voix progressistes saluent le courage d'un refus historique. Certains éditorialistes voient en Traoré le symbole d'une jeunesse qui rompt avec le néocolonialisme et la dépendance imposée. Au Burkina Faso, l'annonce fait l'effet d'un choc électrique. La jeunesse descend dans les rues de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, drapeaux brandis, chants d'espoir aux lèvres. Sur les réseaux sociaux, les hashtags « souveraineté réelle » et « AES d'abord » deviennent viraux. Rapidement, l'élan franchit les frontières. À Bamako, à Niamey, des foules se rassemblent pour saluer la fermeté burkinabé. Dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, un effet domino s'enclenche. Les populations réclament à leur tour la rupture avec l'ordre ancien. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas à l'Afrique de l'Ouest. D'autres puissances avancent leurs pions. Moscou se propose de combler le vide, promettant armes et conseillers militaires sous couvert de lutte contre le terrorisme, sans exigence officielle d'ingérence. Pékin, elle, déroule le tapis rouge. Prêts colossaux, infrastructures, promesses de développement rapide. Le Burkina Faso, isolé de l'Ouest, se retrouve face à de nouveaux dilemmes. Derrière le masque de la non-ingérence, rôde le spectre d'une dépendance envers l'Est. La souveraineté retrouvée, oui, mais à quel prix? Être banni du cercle occidental soude la nation et galvanise l'orgueil, mais ouvre la porte à d'autres influences, tout aussi calculées. Burkina Faso et alliés avancent sur une ligne de crête, oscillant entre l'espoir d'un destin autonome et la tentation d'autres chaînes. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sur ce refus retentissant. Mais une fuite explosive va bientôt rebattre les cartes, transformant l'humiliation occidentale en victoire symbolique pour tout un continent. Une vidéo confidentielle, sortie des archives de Genève, surgit sur les réseaux. En quelques heures, elle enflamme l'opinion publique mondiale. Quand la vérité éclate, c'est un séisme. Ce n'est pas seulement un scandale qui déferle, c'est une mue brutale, irréversible, qui marque la fin d'un vieux monde. La fuite du document de Genève se répand à la vitesse du feu sur une plaine sèche. En moins d'une journée, la planète découvre l'impensable. La signature de Donald John Trump, en toutes lettres, sur la dernière page. L'OTAN, démasquée, n'apparaît plus comme un arbitre impartial, mais comme un instrument d'intérêt privé, un levier de domination camouflé derrière les discours sur la paix.
La transparence, longtemps exigée, surgit comme une lame à double tranchant. L'Afrique comprend enfin le jeu. Le masque tombe, la défiance s'installe. Pour Ibrahim Traoré, c'est la chance de tout renverser. Lui que l'on disait isolé, jeune, trop fougueux, saisit l'instant pour s'adresser au monde, non plus en président acculé, mais en porte-voix d'une génération. Son allocution, fulgurante, envahit les réseaux sociaux. Les hashtags « Notre souveraineté et fierté africaine » embrasent la toile. Les slogans « Refusons le marché de la honte » et « L'Afrique écrit son destin » résonnent sur tous les écrans, dans toutes les langues du continent. Traoré brise la narration écrite par d'autres. L'événement n'est plus l'échec d'une négociation, mais un acte fondateur. Son refus est salué dans les rues de Ouagadougou, sur les campus de Dakar, comme la démonstration qu'on peut dire non, et que ce non, loin d'être une faiblesse, ouvre une ère nouvelle. La jeunesse, galvanisée, s'approprie ce moment. Il devient viral, insolent, contagieux. Le Burkina Faso, hier relégué, devient le flambeau d'une Afrique debout. Ce sursaut n'est pas qu'émotion. Il incarne l'idée qu'on peut refuser le chantage, que ce n'est plus une chimère, mais un modèle à suivre. À travers tout le continent, les mouvements réclament transparence, souveraineté, dignité. Ce qui n'était qu'un non isolé devient l'étincelle d'un réveil collectif. La foule s'assemble, non pour détruire le pouvoir, mais pour en revendiquer la propriété, pour écrire sa propre histoire. En Occident, la stupeur le dispute à la panique. Les chancelleries s'agitent, les marchés vacillent, mais l'équilibre s'effondre déjà. L'OTAN, prise la main dans le sac, voit son prestige s'évaporer. Les promesses d'aide et de partenariat sonnent creux. Les élites occidentales, désemparées, sont forcées d'admettre que le temps du paternalisme s'achève. Dans l'ombre, la Russie et la Chine observent. Elles ne s'enthousiasment ni ne s'opposent. Elles comprennent qu'une Afrique réveillée ne cherche plus de tuteurs. Elles attendent, conscientes que la souveraineté narrative redistribue toutes les cartes. Ce n'est plus seulement la bataille des ressources, mais celle du droit de choisir et de raconter son avenir. Mais la vérité, aussi libératrice soit-elle, n'est pas sans péril. L'exposition du complot occidental attire de nouveaux prédateurs. Traoré, désormais symbole, devient la cible de menaces inédites, chantage économique, tentatives de déstabilisation, rumeurs orchestrées. Pourtant, la légitimité acquise par la transparence lui offre une protection inattendue. Chaque pression contre lui devient un danger pour ses adversaires, sous l'œil d'une opinion publique désormais éveillée et vigilante. La peur s'inverse. Le refus de Traoré, loin de l'isoler, fait de lui le visage d'une Afrique qui refuse le jeu truqué. La souveraineté narrative devient un rempart. L'espoir renaît dans chaque parole, chaque poste, chaque acte de résistance. Le monde retient son souffle, conscient que rien ne sera plus jamais comme avant. Mais si l'élan populaire gronde, la riposte des puissances ne tarde pas. Les premières représailles et campagnes de désinformation s'organisent, menaçant de tout faire basculer. Face aux puissants, chaque génération doit trancher, plier sous le poids de l'histoire ou oser écrire son propre destin. En septembre 2025, à Genève, ce dilemme s'est incarné. L'Occident y offrait, comme tant de fois auparavant, la promesse d'une sécurité et d'une prospérité immédiate, à condition d'abandonner une part de liberté. Depuis trop longtemps, ces offres, habillées de mots doux, ont dissimulé chaînes et dépendances. Pour la jeunesse africaine, la leçon est limpide. Derrière chaque main tendue, la domination s'installe, et derrière chaque prêt, une dette morale invisible se resserre. Dire oui à l'OTAN, c'était choisir la facilité. L'argent neuf, le confort du soutien international, une place à la grande table du monde. Mais à quel prix? Car toute signature engage bien plus que des ressources et des frontières. Elle lie le droit de rêver, de s'inventer, de se nommer soi-même. Refuser, c'était s'aventurer dans l'inconnu. Sanctions, menaces, isolement politique et financier. C'était risquer le discrédit, peut-être même l'oubli. Reprendre sa souveraineté, c'est toujours gravir la pente la plus abrupte, là où aucun chemin n'est balisé. Mais l'abandonner, c'est céder plus qu'un marché ou qu'un appui militaire.
c'est renoncer à la capacité de décider qui nous sommes et ce que nous laisserons à ceux qui suivront. Pourtant, ce choix ne concerne pas seulement les chefs, ni même l'Afrique seule. À chaque époque, la tentation du confort et du compromis revient frapper à la porte de ceux qui aspirent à la liberté. Chacun doit répondre, pour soi et pour les siens, quelle valeur a la paix si elle coûte la dignité? Que vaut la sécurité si elle exige l'oubli de la mémoire et du futur? À Genève, le président Traoré n'a pas simplement décidé pour le Burkina Faso ou même pour le Sahel. Il a démontré qu'il est possible, malgré la peur de l'isolement, de refuser le chantage et de préférer l'incertitude de l'autonomie à la servitude certaine. Ce n'était pas un refus aveugle, mais un pari sur la capacité d'un peuple à se relever, à inventer d'autres solidarités, à bâtir une réputation nouvelle. Chacun de nous, à sa manière, se confronte à ce dilemme. Accepter la facilité d'un ordre imposé, ou choisir la fatigue du chemin où l'on doute, où l'on trébuche, mais où l'on crée et espère. Le choix de Genève n'est pas seulement une histoire africaine. C'est un appel lancé à tous les peuples, à chaque génération, de reprendre la plume de leur propre récit, même si cela signifie avancer seul, au moins pour un temps. Car l'histoire ne retient pas les noms de ceux qui ont courbé l'échine. Elle se souvient de ceux qui, face à la main tendue des puissants, ont préféré le risque de l'inconnu pour que demain ne soit pas la répétition d'hier. Au cœur de ce choix, il existe des alternatives concrètes pour ceux qui veulent échapper au cercle vicieux de la dépendance. Premièrement, la diversification des partenariats. Au lieu de s'en remettre à une seule puissance, les nations africaines peuvent négocier avec plusieurs acteurs, Sud-Sud, Est, organisations régionales, afin de multiplier les leviers et réduire l'impact d'un éventuel chantage. Par exemple, l'Union africaine travaille depuis des années à la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, un projet destiné à renforcer les échanges intra-africains et à limiter la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Deuxièmement, l'investissement dans l'éducation et la formation professionnelle permet de renforcer la capacité d'innovation locale. Le Rwanda, après avoir défié les grandes puissances en interdisant l'importation de vêtements d'occasion, a investi massivement dans la formation technologique. Aujourd'hui, le pays est devenu un hub technologique régional, attirant des start-up africaines et internationales. Troisièmement, la valorisation des ressources naturelles par des filières nationales. Au Botswana, la gestion étatique des mines de diamants, alliée à une politique de redistribution équitable, a permis au pays de bâtir une classe moyenne stable et de financer des infrastructures de qualité. Cet exemple montre que la souveraineté n'est pas une utopie, mais le résultat d'une volonté politique et d'une gestion rigoureuse. Enfin, la transparence et la participation citoyenne sont des remparts essentiels. Au Sénégal, des plateformes de suivi citoyen des dépenses publiques, comme Sunu Finance, permettent à la population de surveiller l'utilisation des fonds et de dénoncer les dérives. Cette démarche, si elle se généralise, peut transformer la relation entre le pouvoir et le peuple et rendre plus difficile toute forme de manipulation étrangère. Face à ces défis, chaque citoyen, chaque dirigeant, doit se demander « Quel sacrifice suis-je prêt à consentir pour préserver ma liberté ? Puis-je accepter la pauvreté temporaire, l'isolement, l'incertitude, si cela garantit l'indépendance à long terme ?» L'histoire de Genève, en septembre 2025, n'est pas un conte isolé. Elle rappelle celle de Patrice Lumumba, au Congo, assassiné pour avoir voulu nationaliser les ressources minières. Celle de Thomas Sankara, au Burkina Faso, tombé pour avoir dénoncé la dette comme un nouvel esclavage. Mais elle évoque aussi les résistances victorieuses, celle du Ghana de Kwame Nkrumah, qui osa imposer la voix de l'Afrique à l'ONU, ou de la Tanzanie de Julius Nyerere, qui refusa l'assistance conditionnée à la soumission. À chaque époque, des hommes et des femmes ont choisi de résister, parfois au prix de leur vie, afin d'offrir à leur peuple une chance d'écrire sa propre page. C'est cette mémoire collective, faite de douleur et de victoire, qui doit inspirer les générations présentes à ne pas céder à la facilité. Aujourd'hui, à l'heure où les chaînes numériques remplacent les chaînes de fer, où l'aide étrangère se fait plus subtile, mais non moins contraignante, la vigilance est plus que jamais de mise. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, jour après jour,
par des choix courageux, par des compromis douloureux, par une foi inébranlable en la dignité humaine. Le dilemme de Genève pose une question universelle. Que voulons-nous transmettre aux générations futures? Un monde où chaque décision se prend sous tutelle extérieure, ou une société où chacun, riche ou pauvre, peut se regarder dans la glace et dire « J'ai choisi la liberté, même si le chemin fut rude ». En refermant les portes de Genève, Ibrahim Traoré n'a pas seulement dit non à un contrat. Il a ouvert une brèche, une possibilité, une espérance. Au-delà des frontières, ce message résonne. Il est possible de refuser le destin écrit par d'autres. Il est possible de préférer l'inconfort de l'autonomie à la tranquillité factice de la dépendance. Il est possible, même face à la tempête, d'avancer, tête haute, vers un horizon incertain, mais librement choisi. Ainsi se referme la dette des questions. Le monde regarde, l'histoire s'écrit. À chacun d'en saisir la plume.